Vous posez la question de savoir quels sont les moyens les plus simples de prouver que la Terre est ronde, parce qu'apparemment c'est un sujet dont nous débattons, et je n'ai aucune idée du pourquoi. C'est même une chose difficile pour moi de commencer à en parler, parce qu'il y a tellement de preuves que la Terre est ronde qu'il est difficile de savoir par où commencer. Et ce n'est pas OK de penser que la Terre est plate. Ce n'est pas un argument viable. Pour commencer, si vous croyez vraiment que la Terre est un triangle ou un dodécaèdre, cela est tout à fait OK, et c'est votre droit de le faire. Nous avons tous le droit d'avoir nos propres opinions, croyances, expériences, intuitions et discernements, quelle que soit la fréquence ou l'étendue de leur acceptation. Dire d'emblée aux gens que le fait d'avoir une perspective différente de la vôtre n'est, je cite, « pas acceptable » est incroyablement narcissique, abusif, et n'est qu'une tentative d'infantilisation de l'auditeur en lui faisant accepter le fallacieux rappel à l'autorité. Il est tout à fait normal de remettre en question la forme de la Terre. En fait, la méthode scientifique elle-même exige un questionnement constant et des expérimentations pour obtenir des conclusions de plus en plus précises. Une fois que le postulat scientifique se solidifie en un dogme incontestable, il devient religion et non science. Et les gens qui exigent votre allégeance à leur dogme, comme Michel ici, agissent bien plus comme des prêtres évangélistes que comme de vrais scientifiques. La NASA elle-même a déjà modifié la prétendue forme de la Terre 3 fois dans sa courte histoire, en nous disant tout d'abord que nous vivons sur une sphère parfaite, puis en changeant de forme pour devenir une sphère aplatie au pôle, puis se transformant à nouveau en une poire sphéroïde boursouflée à l'hémisphère sud. J'ai des amis qui ont été sur la Station spatiale internationale et qui ont fait le tour de la Terre une fois toutes les 90 minutes. Vous savez, j'ai eu une expérience personnelle avec des gens qui ont été dans l'espace et qui ont pu voir de leurs propres yeux que la Terre était ronde. Et bien sûr, de nombreuses images étonnantes de l'espace ont été prises. Et elles sont si belles, toutes ces photos de la Terre. Je ne sais donc vraiment pas ce qui se passe en ce moment avec cette idée que la Terre est plate. Ici, Michel nous livre avec condescendance 2 autres exemples de sophisme, à savoir le oui-dire et un autre rappel à l'autorité. Parce qu'elle connaît un type, un acteur franc-maçon genre Étoile de l'Est et non son ami qui prétend que la Terre est une boule toupie, Michel veut que nous acceptions ce genre de rumeurs de seconde main comme preuve scientifique. Puis elle rigole et parle d'images. Ce genre de photos, vous voulez dire? Ou celle-ci? Il a été directement demandé à Michel de pouvoir scientifiquement prouver son affirmation, et les 2 premières preuves qu'elle donne sont parce que les autres le pensent, les autres le disent, et parce qu'il y a des images. Bien, Michel, je sais que vous le savez déjà, mais les gens peuvent mentir. Les images peuvent être truquées, et aucune de celles-ci ne peuvent être acceptées comme preuves scientifiques. Alors pourquoi tournez-vous autour de cette question à l'aide de sophismes et de condescendance, au lieu de simplement fournir des preuves concrètes de votre affirmation? Il y a des preuves tout autour de vous, et ce n'est pas difficile de savoir que la Terre est ronde. En fait, les gens le savent depuis longtemps, plus de 2000 ans. Les anciens Grecs avaient en fait un nombre de preuves vraiment élégantes et merveilleuses que la Terre est une sphère, une des choses que vous pouvez vous-même voir avec une paire de jumelles, et que si vous allez au bord d'un lac sur lequel se trouvent des bateaux, plus ceux-ci sont éloignés, moins vous apercevez leur coque, qui disparaîtra de plus en plus bas pour ne laisser apparaître que leur mât. Et alors que les bateaux continuent de s'éloigner de plus en plus loin, la dernière chose que vous verrez sera le haut de leur mât. Ceci parce que les bateaux dépassent l'horizon qui est courbé. Donc une fois qu'elle a enfin fait le tour de ces soi-disant 3 preuves scientifiques que la Terre est une boule, on constate qu'elles proviennent toutes d'astronomes de la Grèce antique, qui ont été discrédités depuis leur présentation, même à cette époque. Sa première est l'affirmation genre dinosaure que les navires qui disparaissent au-delà de l'horizon, la coque en premier, prouvent en quelque sorte que la Terre est un globe. Le fait est que la loi de la perspective sur les surfaces planes dicte et nécessite cette occurrence. Par exemple, une fille portant une robe qui s'éloigne vers l'horizon semblera s'enfoncer dans la terre au fur et à mesure qu'elle avance. Ses pieds disparaîtront en premier, et la distance entre le sol et le bas de sa robe diminuera progressivement jusqu'à environ un demi-mile. Il semble que sa robe touche le sol alors qu'elle marche avec des jambes invisibles. La même chose se produit avec les voitures qui s'éloignent à grande vitesse. Les essieux s'abaissent progressivement et les roues disparaissent, jusqu'à ce qu'il semble que la voiture glisse sur sa carrosserie. Tel est le cas sur les surfaces planes. Les parties les plus basses d'un objet qui s'éloigne d'un point d'observation donné disparaissent nécessairement avant ses parties les plus hautes. Aujourd'hui, avec les télescopes et les appareils photo modernes, nous pouvons également le prouver en zoomant avec succès sur les navires qui ont dépassé l'horizon, ce qui les ramène complètement à la vue, la coque et tout le reste.
Maintenant, une autre manière de constater que vous êtes sur une sphère est de se demander comment il existe sur une Terre une chose appelée les tropiques. Les tropiques sont des endroits situés à proximité de son équateur, où par moment le soleil est à l'aplomb de votre tête dans le ciel. Et c'est en fait quelque chose que les Grecs ont utilisé non seulement pour prouver que la Terre était ronde il y a environ 2000 ans, mais aussi pour mesurer précisément sa circonférence, avec une marge d'erreur de juste 2%. Il y avait un scientifique grec vraiment brillant appelé Ératosthène, et celui-ci remarqua que dans la ville de Sienne, à une certaine date, le soleil brillait tout droit jusqu'au fond d'un puits, ce qui signifie que le soleil était à l'aplomb de celui-ci. Vous pouviez regarder en bas du puits et voir le reflet du soleil vous revenir. Et à exactement la même date, plus loin, dans la ville d'Alexandrie, ce phénomène ne se produisait pas. Le soleil n'était pas à l'aplomb de votre tête, il y avait un léger angle. Et tout ce qu'Ératosthène a fait est de mesurer la différence de l'angle du soleil. Et il a déduit que ce changement d'angle d'une ville par rapport à l'autre était probablement le signe que nous étions sur une surface incurvée. Donc, une autre preuve très simple est qu'à n'importe quelle date, dans différentes villes et dans différents lieux autour du monde, le soleil se situe à un angle différent dans le ciel, ce qui n'arriverait pas si la Terre n'était pas ronde. Pour sa deuxième preuve supposée, Michel nous raconte l'histoire d'Ératosthène qui a noté qu'à midi à Sienne, pendant le solstice d'été, le soleil ne produisait pas d'ombre et que ses rayons pouvaient atteindre directement le fond de son puits, alors que dans le même temps à Alexandrie, une barre métallique verticale fichée dans le sol produisait une ombre importante. En tenant compte de la longueur de l'ombre et de sa distance supposée avec le soleil, Ératosthène utilisa une méthode de mesure de la circonférence de la Terre proche de ce que les astronomes héliocentriques utilisent encore aujourd'hui. Cependant, le fait est que les calculs d'Ératosthène ont été faits en supposant que le Soleil était à des millions de kilomètres, de sorte que ses rayons se projettent de manière parfaitement parallèle, même sur des points aussi divergents que Sienne et Alexandrie. Ce postulat erroné a conduit à sa conclusion tout aussi erronée, qui a finalement été exposée dès l'invention du sextant nautique. En utilisant des sextants et la trigonométrie du plan par la mesure de l'angle du Soleil simultanément entre deux points de la Terre et en tenant compte de leur distance l'un par rapport à l'autre, le théorème de Pythagore révèle à la fois la hauteur et les dimensions du Soleil. En utilisant cette méthode, il a été calculé à plusieurs reprises que le Soleil et la Lune étaient d'environ 32 miles de diamètre et à 3000 miles de la surface de la Terre. Les ballons de haute altitude ont également filmé les hotspots de l'éclairage du Soleil sur les nuages, prouvant qu'il est local, agissant comme un projecteur, et non pas une boule de gaz brûlant à des millions de kilomètres de distance, comme le supposent les héliocentristes. Après Ératosthène, la théorie du globe terrestre a complètement disparu de la pensée philosophique et de l'histoire enregistrée pendant près de 2 millénaires. Les cosmologies géocentriques de la Terre plane ont continué à régner en maître avec même Ératosthène lui-même, présenté comme le père de la géographie, représentant la Terre comme étant plane sur sa célèbre carte du monde de 194 avant l'ère chrétienne. Et il y a d'autres preuves qui sont un peu plus obscures, mais en fait vraiment charmantes, et l'une d'elles consiste à observer ce qui se passe pendant une éclipse lunaire. Bon, une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre projette son ombre sur la Lune. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que le Soleil est d'un côté de la Terre, celle-ci est au milieu, et c'est la Terre, l'ombre de la Terre qui est projetée sur la Lune, et alors que l'ombre se déplace sur la Lune, vous remarquerez que l'ombre est incurvée, elle est ronde. Donc quelque chose comme le Soleil qui est plus grand que la Terre et est capable de projeter l'ombre de la Terre sur la Lune peut en fait vous indiquer la forme de la Terre. Sa dernière et plus ridicule preuve supposée de la forme de la Terre sous nos pieds est accomplie en regardant une lumière dans le ciel. C'est vrai. Quand on demande aux scientifiques une preuve empirique mesurable de la forme de la Terre sous nos pieds, ils tournent invariablement et inévitablement leur nez vers le ciel et commencent à parler de la forme des objets d'en haut. Imaginez inviter un entrepreneur dans votre maison pour mesurer les dimensions de celle-ci au sol, et qui sort immédiatement un décamètre et commence à mesurer toutes les lumières s'encastrer dans le plafond. Aujourd'hui encore, les héliocentristes proposent cet argument comme preuve d'une Terre sphérique, en prétendant que pendant des éclipses lunaires, le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent parfaitement à 180 degrés, comme 3 boules de billard, permettant au Soleil de projeter l'ombre de la Terre sur la Lune. Cette astucieuse hypothèse est néanmoins erronée, rendue totalement invalide en raison du fait que les éclipses lunaires se produisent et continuent de se produire régulièrement lorsque à la fois le Soleil et la Lune sont toujours visibles en même temps au-dessus de l'horizon. Dès l'époque de Pline l'Ancien, il existait des enregistrements d'éclipses se produisant alors que le Soleil et la Lune étaient visibles dans le ciel et continuent à être enregistrés par la Société royale d'astronomie aujourd'hui.
Évidemment, si le Soleil et la Lune sont tous deux observables simultanément lors d'une éclipse, alors ils ne sont pas alignés à 180 degrés. Il est donc impossible que le Soleil puisse projeter l'ombre de la Terre sur la Lune, et une autre explication doit être recherchée. En fait, une autre explication existait déjà dans de nombreuses cultures autour du monde, qui a affirmé qu'un troisième corps céleste, connu sous le nom de Rahu, ou Soleil noir, existait également, égal en taille au Soleil et à la Lune. Ce corps noir translucide passerait devant le Soleil et la Lune pendant les éclipses, provoquant l'affaiblissement de leur lumière. Mais quelle que soit la cause de la diminution de l'intensité de la lumière de la Lune pendant les éclipses lunaires, celle-ci n'a absolument rien à voir avec le fait de prouver scientifiquement la forme de la Terre. Donc les gens savent que la Terre est sphérique depuis des milliers d'années. Il n'est pas correct de dire que la Terre est plate. C'est une sorte d'étrange déni et je ne sais pas d'où il vient. Et c'est une question qui continue d'être posée. Cette question, nous devons vraiment y mettre un terme. Parce que nous savons que la Terre est une sphère depuis longtemps. J'ai en fait dit cela à quelqu'un et je ne pouvais pas croire qu'il n'y avait jamais pensé. Vous savez qu'avec des jumelles, vous pouvez voir les planètes. Vous pouvez voir Saturne et Jupiter, vous pouvez aussi voir Mars avec un télescope. Le Soleil et la Lune et tout le reste du système solaire sont des sphères. Nous serions donc la seule chose différente. Vous savez, en fait, ceci incite les gens à s'intéresser davantage, à écouter des informations qui font réfléchir, et qui disent, tu sais, tu as raison. Et vous savez, les images de tout le reste montrent une sphère. Et à nouveau, le rappel fallacieux au ciel. Le seul endroit où l'on voit des sphères dans le ciel est dans les photos et vidéos CGI de la NASA. Quand des astronomes amateurs photographient et enregistrent les étoiles et planètes, voilà ce que nous voyons. Celle-ci est-elle une sphère? Et celle-ci? Et même s'il s'agissait de sphères, qu'est-ce que cela a à voir avec la forme de la Terre?